C'est exactement la même chose, cycle avec rapport ou insémination. Mais on commence généralement avec des cycles avec rapport. C'est important de se mettre bien dans des cadres pour avoir une progressivité thérapeutique qui donne le maximum de chances à la patiente, en minimisant le risque de grossesse multiple. Parce que l'assémination, c'est ça le problème. C'est que comme on est obligé d'associer ça à une stimulation de l'ovulation, on ne stimule jamais aussi on n'utilise pas toujours les choses, notamment chez les patientes, comme vous avez très bien appris, qui sont somnolentes, tendance ovaire polycystique, qui ont tendance à faire des réponses explosives dès qu'on a passé le seuil. Et donc, tout l'enjeu est là, d'éviter de se mettre dans une situation à risque de grossesse. Et si je peux me permettre, les cycles avec rapport, c'est les meilleures grossesses qu'on arrive à obtenir. Hein. Donc, moi, je ne suis pas un grand fan des essais spéciaux intra-utérines. Les indications sont des infertilités expliquées selon les recommandations de l'ASM en 2020, alors que chez les autres patients, il n'y a pas une vraie différence entre cycle avec rapport et insémination. Même dans les méta-analyses, il n'y a pas une vraie différence. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus sympathique d'avoir une grossesse à la maison après un bon dîner à bouffer. Très bien. Alors, la parole est à la salle. Sûrement de nombreuses questions sur le sujet. Donc, je suis un peu là, ça se lève là. Alors, micro. Et ma deuxième question, la place du déclenchement. Certes, on a compris, c'est les monotrophines qui ont le meilleur résultat. Alors, vous avez parlé d'inséminer, mais est-ce qu'il faut déclencher pour la programmation? Est-ce que ça a un intérêt dans un autre cas? Seconde question, donc le déclenchement et le timing de l'assémination après déclenchement. Alors, merci pour votre question. Alors, pour le cycle naturel, j'en ai parlé. Hein. Le cycle parlait pour les patients non ovulants. Ça a été démontré que le fait de stimuler, d'avoir plus de follicules, ça va rendre une grossesse. Pour le déclenchement, moi je partage de protocole de stimulation. Si je m'étale sur le déclenchement, ça va prendre au moins 30 à 40 minutes. Oui, il faut déclencher. Alors, généralement, on déclenche des critères théoriques de déclenchement, c'est 17 mm par follicule, et on sait pour que les patients fait COS. COS, il y a avec le métronome, on peut aller jusqu'à 18-20 mm. Quand est-ce qu'on devrait faire l'insémination? C'est directement après le déclenchement jusqu'à 36 heures. Là, il y a des recommandations, et même dans les recommandations américaines de l'ASM en 2020, de la méthode expliquée, l'insémination se fait soit directement après le déclenchement jusqu'à 36 heures. Ah non, c'est pas important. Là, on parle. Le sujet, c'est l'insémination. Il n'y a pas de vraie différence entre insémination et cycle avec rapport, sauf pour les patients avec infertilité expliquée. Je voulais savoir quand est-ce que vous introduisez Alors, vous êtes... je voulais savoir quand est-ce que vous introduisez la progestérone dans les inséminations artificielles. Est-ce que le jour de l'insémination, ou bien le lendemain, ou sous le lendemain? Première question. Quel est votre taux de succès de l'insémination artificielle en global Tunis? Votre taux? Alors, pour la première question, je laisserai le soin à un docteur pour faire le soutien de la phase UTL après insémination. Elle va en parler pour le soutien de la phase UTL et les recommandations. Alors, notre taux, le centre que je dirige, ne fait pas beaucoup d'insémination. Hein. Et notre taux, il est à peu près à 12 à 13%, et qui ne fait pas beaucoup des cycles avec rapport. Mais on a un vrai biais, c'est qu'on voit beaucoup de patientes âgées. Donc la moyenne d'âge dans l'hôpital à Georges-Bana est de 37,5. Mais aussi, on passe assez rapidement et assez facilement en fixe. Et pour le déclenchement, l'insémination après le déclenchement, il y a certains qui préconisent de pratiquer l'insémination jusqu'à 40 heures après, qui a été prouvé physiologiquement par le passage des gamètes dans la trompe. Jusqu'à 40 heures. Oui, probablement, jusqu'à 40 heures. Même un peu après et un peu avant, ça pourrait marcher. Même pour les rapports, avec les cycles avec rapport, on n'est pas obligé d'avoir un rythme, on peut faire des rapports le jour même. En tout cas, le but c'est de créer un rendez-vous, un meeting entre le nouveau cycle et le chemin de cycle. On peut aller jusqu'à 40 heures. Limite de LH. Madame, on passe à d'autres questions. Monsieur, il y a la dernière. Pour cette excellente communication. Pour les femmes PCOS, plus insémination artificielle. J'ai entendu parler de les mettre sous glucophage et inositol. Est-ce que
vous avez une préférence pour l'inositol seul, ou les deux, ou clivage uniquement? Et du point de vue obtention de grossesse, quel est le meilleur traitement? Alors, pour induire des cycles de l'inositol et de la metformine marche, ça prend un temps assez grand pour que ça marche, parce que ça passe par le mécanisme de l'insuline, des androgènes au niveau ovarien et par les oestrogènes par la suite. Alors, il n'y a pas d'article qui associe les deux avec des méta-analyses, des vrais articles randomisés avec les deux produits en même temps. Alors, le bouffage marche, la metformine marche, l'inositol marche, quand c'est donné de façon indépendante. Nous, on fait une association des deux pour essayer d'améliorer un peu l'ovulation et aussi dans l'arrière-pensée que si on passe en fibre, la metformine a été démontré qu'elle diminue les risques d'hypertension par la suite. Ok, merci pour cette réponse. Donc la dernière question, là, il y avait une autre question là-bas. Pour votre exposé, c'est pratiquement la même question qui a été posée par notre confrère. Donc, concernant votre pratique quotidienne, vous faites l'association inositol et metformine et citrate de chloromifène. J'aimerais savoir, est-ce que le taux donc, en matière de grossesse il est plus important par rapport donc, à l'utilisation, par exemple, de la metformine avec le citrate de chloromifène ou bien l'inositol avec le citrate de chloromifène? Je vous remercie. Merci pour votre question. Alors, dans notre pratique, on n'utilise pas du tout le citrate de chloromifène pour les patientes pour induire une ovulation. Du tout. On utilise soit les letrozole, soit les gonadotrophies. L'association avec inositol et metformine, en tout cas sur les travaux, on n'a pas publié, a démontré une amélioration parce que ce processus c'était très mauvais. On a passé 3 années sans donner ni metformine ni inositol, après on s'est mis à donner ça, donc c'est pas vraiment du comparatif, c'est du rétrospectif sans avoir du tout une randomisation, mais on a démontré une amélioration des taux de grossesse avec metformine et inositol avant ça. Mais là, en plus, même les résultats sont un peu biaisés parce qu'on met pêle-mêle les sites des rapports et les IAC. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Comme on a plusieurs communications sur l'insémination, on aura l'occasion éventuellement de revenir sur ces sujets qui sont très importants. Il y a eu les indications, il y a eu maintenant des stimulations de l'ovulation. Alors la communication suivante, M. Capoufé, il est bien présent, mais il n'avait pas encore installé ses documents. Donc on va inverser, et c'est Mme Anaoui qui va intervenir maintenant, M. Capoufé dans la deuxième partie de la session. Tout le monde, tout d'abord, je voudrais remercier les différents membres des organisateurs de la SAGO, de la Commission nationale de gynéco-obstétrique d'Algérie, d'avoir proposé cette belle invitation et tout particulièrement Ilyes Ouali, que j'ai pu rencontrer il y a quelques années, puisque j'avais fait avec M. Edo 2 masterclass qui ont été pour moi un véritable coup de foudre, une rencontre avec 2 classes essentiellement de femmes. Je crois que ça avait été extrêmement enrichissant pour moi de passer plus d'une dizaine de jours à chaque fois d'interaction. Et je suis revenue effectivement très très enrichie de tous ces échanges qui ont été entrecoupés depuis 4 ans, 3 ans maintenant par le Covid. Donc c'est avec immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier topo où on me demande donc en fait de parler de l'insémination intra-utérine au cabinet, donc dans notre centre, puisque comme vient de le dire M. Edo, donc je suis actuellement chef de service au CHU de Montpellier. C'est une très belle équipe, essentiellement faite d'ailleurs aujourd'hui de femmes. La profession s'est énormément féminisée. Donc avec beaucoup de plaisir, je vous présente ce topo. Donc, l'insémination intra-utérine, actuellement, elle a une place limitée. On va faire à peu près 1300 fonctions et 150 cycles d'insémination dans le service. Et donc, elle fait partie des thérapeutiques des couples infertiles. Comme on l'a dit aussi en France, la raison en est que, comme on a une prise en charge à 100% de tout ce qui touche au domaine de la médecine de la reproduction, on le voit aussi très bien aujourd'hui avec la mise en place de la loi bioéthique et la possibilité de préserver pour des raisons sociétales ces ovocytes. Ça aussi, c'est pris en charge en France à 100%. Et c'est une chance absolument incroyable dont les Françaises ne se rendent d'ailleurs pas toujours compte.
Donc, en fait, l'insémination intra-utérine, comment est-ce qu'on fait dans notre pratique? On se réfère, côté clinique, à un décret, à nos décrets qui ont été révisés en 2018 et qui sont en fait, vous savez qu'on travaille sous l'égide de la responsabilité de l'Agence de biomédecine et également côté biologique. Donc, ce décret a été évalué en 2018 sous l'égide de l'ECHRO, qui est la Commission européenne, et qui nous donne des guidelines. Donc, ces guidelines concernant les règles de bonne pratique, en fait, j'y vois rien là, je ne sais pas si donc, concernant donc les règles de bonne pratique, l'insémination doit être précédée d'une stimulation pour nous de la croissance folliculaire ovarienne, de manière à permettre, et c'est les recommandations qu'on lisait là, d'obtenir 1 à 3 follicules matures. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le deuxième, je suis un peu perdue, excusez-moi, sur le donc pour cela, il va falloir qu'on mette en place un monitorage de l'ovulation. Le monitorage va nous permettre de voir le nombre de follicules matures et va nous permettre également d'évaluer le moment du déclenchement et va nous permettre également d'évaluer l'endomètre. On va y revenir ensuite. Et puis, la troisième chose, c'est tout le côté biologique du laboratoire qui fait partie des guidelines et qui est extrêmement important, c'est-à-dire que le sperme, de l'autre côté, va être recueilli dans un laboratoire qui est agréé et qui répond à certaines normes, y compris donc, du recueil de sperme qui doit être précédé de spermoculture. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important, d'avoir une spermoculture négative préalablement au cycle de l'insémination qui va être programmée. Et le troisième point, c'est la rigueur dans les laboratoires de l'identito-vigilance, à savoir que tout le recueil devra être identifié aux 2 noms et avec l'heure du recueil et tout un protocole qui devra être respecté. Donc, ça, c'est garant d'avoir le moins de complications possible. Donc, on va voir au cours de ce topo comment préparer, comment stimuler, comment déclencher, quelle dose, quels objectifs, et côté laboratoire également, parce qu'en fait, on est dans le même bateau, comment optimiser la prise en charge de ce sperme pour essayer d'avoir les meilleures conditions requises le jour de l'insémination. Ça a été présenté, et j'aime beaucoup cette diapositive dans le premier topo, c'est-à-dire que quels sont les prérequis à la prise en charge par une insémination. Alors, il va falloir avoir une qualité utérine qui a été évaluée, mais aussi des trompes. Donc, on peut réaliser une hystérosalpingographie, ça c'est classique. Les trompes sont le garant de la rencontre entre l'ovulation d'un follicule mature et de spermatozoïdes compétents de l'autre côté. Et donc un sperme, alors donc, on peut faire une hystérosalpingographie, mais aussi on peut faire un IFOSI maintenant, ou également, si vous avez déjà fait une sémioscopie en amont avec une épreuve bleue positive, ça fera l'affaire. Et de l'autre côté, donc, il faut avoir un sperme qui soit un sperme au minimum, comme on l'a dit, à plus de 1 million de spermatozoïdes mobiles, c'est-à-dire fléchant de type A plus B pour avoir le feu vert, et c'est vraiment le minimum requis pour être dans les bonnes conditions. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelles sont les différentes étapes, c'est-à-dire comment stimuler, quels sont les objectifs à atteindre pour avoir les meilleurs taux de grossesse, avec quel type de traitement, et puis surtout, quand commencer, parce que ça, c'est pas si simple. Est-ce qu'il faut commencer à J2 ou à J3? Est-ce qu'il faut commencer à J5 ou J6? Quelle dose doit-on employer?
voyez, comment doit-on déclencher? Faut-il faire un soutien de la phase lutéale? Et j'en parlerai dans mon second topo, qui pour moi est depuis 30 ans que je fais de l'AUP, probablement la plus grande révolution de ces dernières années. Et ensuite, quelle est la place des antagonistes? Est-ce qu'il faut en mettre? Est-ce qu'on n'est pas délétère à un taux de grossesse quand on introduit des antagonistes et beaucoup? Alors, à la première question, est-ce qu'il faut stimuler? La réponse est oui. Là, vous voyez sur cette méta-analyse que, incontestablement, il y a eu beaucoup de travaux depuis qui se sont ajoutés à ça. Est-ce qu'il faut stimuler avec des gonadotrophiles pour améliorer les taux d'insémination? Vous voyez parfaitement sur ce diagramme qu'on a significativement plus de grossesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas stimuler du tout dans certaines indications, ce que font d'ailleurs les Belges, et de très très beaux articles publiés à ce sujet. Du tout, la question a été aussi posée, c'est possible. L'insémination permet aussi, quand on stimule, l'insémination réalisée suite à une stimulation permet effectivement, dans les gros centres comme le nôtre, outre le fait qu'on a des meilleurs résultats, d'être en adéquation avec le planning. Et s'il y a des week-ends où on n'assimile pas ou pas, dans certains centres, ça c'est une vraie problématique de gestion. Mais si vous stimulez, vous avez plus de grossesse et vous vous retrouvez alors face au dilemme, vous avez plus de grossesse multiple. C'est un point extrêmement important. Et je demande toujours à tous les praticiens, je m'inscris avec, que cette problématique soit abordée bien en amont avec les couples. Bien évidemment, pour tous ceux qui font de l'obstétrique parmi nous, on aura comme objectif d'être sur un déclenchement monofolliculaire quand on a une contre-indication à une grossesse multiple. Alors, on a plus de grossesse multiple, et donc, quels sont les objectifs? Combien de follicules? Alors, si on regarde donc les guides de bonne pratique en France, comme je l'ai dit sur la première diapositive, on cherche à avoir 1 à 3 follicules. Vous voyez qu'en fait, la réponse, c'est d'essayer d'être en bifolliculaire, sauf comme vous voyez ici, je ne sais plus, comme vous le voyez donc, ici, quand on a une contre-indication à une grossesse multiple, eh bien, on va chercher à avoir du monofolliculaire. Alors, ce tableau, je l'aime beaucoup, il est très parlant, et vous voyez qu'en tri folliculaire, vous allez vous retrouver avec un risque de grossesse multiple significativement augmenté. Donc, la bonne réponse pour la plupart des indications, ça va être d'essayer de trouver avec du bifolliculaire. On se dit tous que c'est donc des follicules matures supérieurs à 16 ou 17 qui doivent être présents au moment du déclenchement. Alors, pourquoi faut-il monitorer une insémination? Il faut monitorer. Et puis, comment on va monitorer une insémination? Alors, le monitorage de l'insémination, elle va permettre, comme on a dit, d'évaluer notre réponse à la stimulation ovarienne, et elle va nous permettre d'adapter le traitement, pas uniquement dans un chronique low-dose, on a mis en place avec un step-up dans le cas des PCO, mais également nous permettre de trouver le moment le plus judicieux pour déclencher l'ovulation, et puis réfléchir à prévenir nos risques de grossesse multiple. Tout à la fois, on va pouvoir évaluer, parce que nous on travaille beaucoup en collaboration et les patients viennent juste pour l'insémination dans notre centre, d'avoir le dernier monito fait dans notre centre pour évaluer les pathologies pelviennes, c'est-à-dire un polype qui n'aurait pas été vu, une hydrorrhée, une lame d'hématométrie, un hydrosalpax qui n'aurait pas été vu, de voir la muqueuse, quelle épaisseur elle a, et puis surtout quel type pour les patientes qui ont des muqueuses connues pour être fines. Donc on va suivre à la fois, c'est ce qu'on appelle chez nous le bloc T5, le stradiol, l'ALH et la progestérone, et on va voir pourquoi et ce qu'on en fait, mais également donc, la muqueuse endométriale avec tout ce qu'on vient de dire, et la croissance des follicules, on ne lâchera jamais. Alors pourquoi il faut avoir à la fois donc, le stradiol, l'ALH et la progestérone, et au niveau de l'échographie, vérifier et suivre scrupuleusement donc, nos paramètres. Alors le stradiol, au départ, c'est toujours ce que je trouve très très difficile entre la théorie et la pratique.
On sait tous qu'un œstradiol, il produit à peu près, quand il est mature, un follicule mature, il produit à peu près 250 picogrammes par ml. Et l'ALH va donc surveiller, qui va nous permettre de savoir si la patiente a échappé ou pas. Dans notre centre, on l'a défini comme 3 fois l'ALH de base, la progestérone, qui va donc être un marqueur de l'ovulation et qui va nous permettre de voir, d'une part, si on a un échappement, et d'autre part, si la patiente initie un pic de LH. Et là, c'est bien plus complexe qu'il y paraît, ce sera l'objectif tout à l'heure de mon topo, de mon deuxième topo. Et au niveau de l'échographie, on va scrupuleusement donc bien regarder tous nos follicules avec beaucoup d'attention. Et on va essayer de corréler tout ça pour trouver le bon moment du déclenchement. Et nous, personnellement, je veux dire, bien qu'on soit une équipe de filles qui s'entendent très bien, chaque fin de matinée, on staffe tous nos dossiers et bien souvent, on n'est pas d'accord. Alors que, comme vous le voyez là, avec ces 5 paramètres, on devrait à peu près raisonner tous pareil. Et non, ce n'est pas le cas parce qu'on a une lecture différente de la façon dont on associe tous ces paramètres. Donc, objectif mono-bifolliculaire, pour commencer, c'est qu'on se dit, je vais avoir une grossesse si ça provient d'un follicule supérieur à 16 ou 17. Premier point d'attention, si on regarde cette excellente publication, vous devez faire attention au follicule intermédiaire, c'est-à-dire à la question. Est-ce qu'un follicule à 14-15 mm peut, puisqu'on a corrélé au taux, la taille du follicule, aux grossesses données donc un sac avec des vitelline, vous voyez ici que ce n'est pas négligeable. On a quand même un pourcentage de grossesse qui provient de ces follicules intermédiaires. Donc là où des fois on se dit, tiens, j'ai une grossesse mono, et puis en fait, non, pas du tout, elle est gémellaire, et que vous revenez ensuite aux critères que vous avez au moment du déclenchement, vous vous apercevez que ces follicules intermédiaires, il ne faut pas les oublier, ils peuvent donc potentiellement donner une grossesse. Alors ensuite, donc, quel traitement? Je ne reviendrai pas donc sur ce fait qu'on a bien souligné que nous, on va favoriser les gonadotrophies chez les patientes normaux répondeuses, parce que c'est vrai qu'on a une prise en charge à 100%, et parce que c'est vrai que toutes les études démontrent significativement des meilleurs taux de grossesse, et que donc le citrate de clomiphène, en vue de l'insémination, elle n'a pas démontré d'efficacité supérieure, mais moindre, sur la plupart des études. Alors, comment je vais faire pour choisir mes doses de départ? Eh bien, là, on en a un peu parlé dans les tours précédents. On a tout cet algorithme qui se met en place pour nos patients, c'est-à-dire on va se dire quel âge elle a, son IMC, qui est extrêmement important, quel est son AMH, quel était son nombre des follicules entraux de base, et puis également quel est son profil ovulatoire, et puis, et surtout aussi, et ça c'est très important, tenir compte des réponses précédentes pour savoir comment on va faire, c'est-à-dire qu'on va se dire, cette fois je vais aller plus tôt écouter mes doses, ou cette fois je vais aller plus tard et baisser mes doses, en fonction de ce que j'ai obtenu. Alors si vous regardez ce très beau travail d'Isabelle Cédrin, vous voyez qu'elle a mis en évidence, elle a initié des travaux qui ont été ensuite affinés et repris, où elle stimule à 112,5 là en première partie de la fenêtre de FSH ou en seconde partie de la fenêtre de FSH. Et vous voyez qu'elle obtient, quand elle est en première partie de la fenêtre de FSH, des taux de grossesse qui sont à plus de 3 ou 4 follicules, alors que quand elle se met en deuxième partie de la fenêtre de FSH, elle est à pratiquement 50% en réponse bifolliculaire. Donc, si je veux avoir peu de follicules, ou enfin un follicule ou 2 follicules, je vais démarrer mes gonadotrophines à J5 ou à J6 du cycle. Et si je veux, si j'ai un profil donc, qui demande d'avoir plus de follicules chez une patiente avec un IMC plus élevé ou plus âgé, je vais démarrer dès J2 ou J3 du cycle avec des doses plus élevées. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire quand on prescrit, c'est quasiment là, cette recherche de la dose du Saint Graal, c'est-à-dire la bonne dose, au bon moment, va me permettre d'être garant d'avoir des taux de grossesse les meilleurs possibles. Donc, la question est, est-ce que oui ou non je peux introduire des antagonistes? Et si j'introduis des antagonistes, pourquoi?
pourquoi et pour combien de temps, pour ne pas être délétère à l'obsession que j'ai d'avoir les meilleurs temps de grossesse possibles. Alors la réponse, oui, on peut mettre des antégonistes. Ça peut être pour le clinicien pour passer le week-end en étant évidemment dans des critères, je vais vous montrer un exemple ensuite, d'être aussi évidemment favorable à la prise en charge en main de l'insémination, de pouvoir pousser la stimulation, parce que par exemple j'estime que ma glucose elle n'est pas adéquate, ou que les follicules ne sont pas la taille idéale, ou que je veux initier un pic de LH parce que sur des profils un peu plus difficiles on gagne quelques pourcentages de taux de grossesse, ou alors parce que je veux prévenir un pic de LH, que je n'ai pas encore ma muqueuse qui est synchronisée, que je cherche ma fenêtre d'ouverture, donc je veux gagner 1 ou 2 jours. Donc je peux mettre un antagoniste sans dépasser la dose, sans dépasser 2 jours. Après 2 jours, il y a quand même beaucoup d'études qui ont démontré que j'étais délétère, avec notamment donc, une implantation qui était moins bonne. Donc quelles indications? Ça, je ne vais pas insister parce que ça a été dit. Donc les masculines relatives aux conditions du TMS pré-sexo, inexpliquées, cervicales, bien que ce soit extrêmement rare. Et puis aussi, nous, on a toujours en tête cette indication dont vous n'avez pas parlé, mais je suis sûre que vous la faites en pratique, qui est que vous tentez une FIV chez une mauvaise répéteuse, vous n'avez pas de bonne réponse. Mais la patiente a une hystérosalpingographie trop normale, le TMS est bon, vous allez le convertir pour ne pas perdre ce cycle de stimulation, votre FIV en insémination, et ça c'est une bonne indication de conversion. On arrive à obtenir des beaux taux de grossesse dans le centre aux alentours, également des autres, de 12%. Par conversion, donc il faut vraiment y penser quand on a les conditions requises pour. Alors, les facteurs pronostiques, je reprends celui-ci qui est donc le facteur les facteurs pronostiques de l'âge, donc on a 20, 30, 31, 35, on voit la cassure, ça a été dit dans le topo précédent et bien résumé, l'âge de 35 doit être dans nos têtes, puisque ensuite on va progressivement baisser, les taux de grossesse vont progressivement baisser. Et puis également donc nombre de follicules, et là vous voyez que quand on monte de 1 à 2 follicules au taux de grossesse, et puis qu'ensuite on est en plateau et qu'on augmente bien plus le risque de grossesse multiple qu'autre chose. Alors, le prérequis côté laboratoire, donc le prérequis, on a dit le nombre de spermatozoïdes, le minimum c'est 1 million, vous l'avez aussi rappelé dans les topos, quand ce nombre est augmenté, il devient, on augmente aussi forcément nos chances de grossesse. Pour autant, quand ce TMS devient trop important, là il redevient délétère, on a une espèce de courbe de Gauss quand un sperme est trop concentré, comme quand on utilise un sperme très concentré pour une fibre, vous allez entraîner vous allez obtenir plus d'embryons aneuploïdes, ou dès la fécondation, avec un lot d'ovocytes fécondés à 3 pays, qui est plus important. Et donc, les conditions, donc, là je vais passer qui sont extrêmement importantes, donc, sur la préparation du sperme, mais également donc, tous ces facteurs que vous voyez là, c'est-à-dire ça va permettre d'éliminer le liquide séminal, de sélectionner les spermatozoïdes les plus fécondants, d'éliminer, si on a bien fait notre spermoculture négative, des pluies nucléaires, mais évidemment sans bactéries autour, s'il en restait, d'en éliminer certaines, mais pas toutes, et puis surtout donc de capacité. Et puis le délai d'abstinence. Donc là, le délai d'abstinence, là aussi, on se doit, quand on reçoit beaucoup de le rappeler, vous voyez que quand le délai d'abstinence est supérieur à 10 jours, on diminue significativement le taux de grossesse. Donc dans notre centre, on leur demande aux hommes d'avoir des délais d'abstinence de 2 à 3 jours. Je crois que le maximum qu'on doit avoir en tête, c'est 5 jours. Mais réellement, après 5 jours, comme vous le voyez, le taux de grossesse diminue. Ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement important, et c'est pour ça que je dis qu'on est dans la même équipe avec les biologistes, c'est le temps qu'on a entre la fin de la préparation du sperme et l'insémination.
Donc vous voyez que ces deux études-là, elles ne trouvent pas de différence significative entre le moment où les biologistes ont fini de préparer le sperme et le moment où les cliniciens ont inséminé. Pour autant, maintenant, ces travaux sont contredits par beaucoup d'études. La première, ça a été celle de Patricia Fock dans cette excellente revue qui a démontré que si on inséminait 2 heures après que les biologistes aient fini leur préparation du sperme, notons que les chances de grossesse elles diminuaient significativement. Idem quand on a des temps trop courts, c'est probablement que la capacitation n'a pas changé son process, c'est ce que nous dit le professeur Amonin. Donc on essaye réellement d'être dans ce cours de cette courbe de Gauss, là aussi pour avoir les meilleures chances de grossesse. Vous voyez que ça fait beaucoup de choses auxquelles il faut penser avec une grosse coordination avec les biologistes. L'autre question qu'on peut se poser également, c'était quand sur un spermogramme, vous voyez un taux de tératospermie qui est élevé, est-ce que oui ou non, vous pouvez inséminer, c'est une bonne indication d'insémination ou pas. Et là, il y a en fait beaucoup aussi d'articles et de littérature là-dessus, et c'est vrai que la tératospermie, c'est quelque chose de très subjectif, les biologistes eux-mêmes le disent, c'est-à-dire que si vous donnez à 3 évaluateurs différents d'évaluer le pourcentage de la tératospermie, ils ont des résultats différents. La deuxième chose, c'est que quand vous demandez un spermogramme et que vous dites mince, il y a un bon TMS, je suis à 3 millions, j'ai 3% de forme typique, ben en fait, le même monsieur, s'il revient faire un spermogramme 3 mois après, ben il n'aura pas du tout les mêmes chiffres de tératospermie. Donc, on a une grande variabilité, donc s'empêcher d'aller faire une insémination, alors qu'en fait, peut-être qu'il avait juste une mauvaise térato à un moment T, c'est dommage de s'en priver. Et dernier point, c'est que il y a d'autres, il y a différents types de pathologies et il y a des pathologies qui sont dites monomorphes. Alors là, par contre, effectivement, si vous avez 80 millions de spermatozoïdes par millilitre et que les biologistes vous disent que c'est que des spermatozoïdes avec une grosse tête, une logosospermie, ça non, effectivement, c'est pas du tout une bonne indication ni d'insémination, ni de fil, ni de quoi que ce soit. Et effectivement, là, il va y avoir des investigations génétiques qui vont se faire. Donc, quelles complications en insémination? Ben, finalement, très peu, à part le risque de grossesse multiple qu'on aura veillé à maîtriser tout du long, et le fait qu'on doit avoir en face un laboratoire agréé. Et puis, donc, si je prends maintenant l'insémination elle-même, en pratique, elle est également un temps précieux de la prise en charge. Donc là, le cathé va être préalablement rincé puis chargé avec la préparation du côté biologie. Là aussi, il y a beaucoup d'études qui démontrent que la quantité du volume monté dans le cathé peut jouer sur les taux de grossesse. En général, en biologie charge pour Sarama, donc entre 0,3 et 0,4 millilitres. De notre côté, on va boucher le col et puis opérer notre trajet cervical sous échographie ou pas. On n'est pas obligé d'être sous échographie pour cathétériser le col et donc inséminer lentement les spermatozoïdes, retirer le cathé et donc la patiente ensuite peut se lever ou rester allongée. L'ensemble des études ont démontré qu'il n'y avait absolument pas de taux de grossesse supplémentaire si on se levait ensuite, si on restait allongé. Donc, chez nous, on a une salle de repos, mais en vrai, en pratique, elle est extrêmement rarement utilisée. Les patientes, on les insémine, elles se lèvent et elles repartent. On peut utiliser bien sûr du spermefrème qui a été auto-conservé dans des indications que vous connaissez aussi bien que moi et auxquelles on se rajoute des indications sexologiques pour les couples qui ont des difficultés à ce niveau-là. Alors, quels sont nos résultats au niveau national? Ça, c'est les taux de grossesse que vous avez rappelé. Vous voyez qu'en France, si j'ai bien compris, on n'est pas du tout meilleur qu'en Algérie. On a les mêmes taux que le centre précédent nous a exposé, que ce soit donc en taux de grossesse par cycle. Et là, par contre, comme vous pouvez le voir, sur les inséminations à l'expert de 2 demi-heures, les résultats sont pratiquement au double du fait qu'on n'a plus de contexte
d'infertilité. On suit donc en parallèle la même chose donc au niveau des taux de grossesse et de naissance suivantes. Et donc pour finir, je voulais vous montrer en pratique, je ne sais pas si je quelque chose parce que je n'ai pas la bonne présentation, je vais quand même essayer de le faire un peu à l'aveugle. Comment ça se passe? Un exemple d'une patiente qui est venue dans notre centre pour une infertilité inexpliquée. Cette patiente avait 32 ans, elle avait un IMC tout à fait strictement normal. Et donc, on a décidé, avec un bilan de réserve ovarienne normaux-répondeuses, de démarrer avec du Demfoula, je crois que c'était à 58 unités, une FSH dominante, à J5 de la stimulation, pour essayer d'avoir une réponse non bifoliculaire. On a convoqué la patiente à J9 du cycle. Comme vous le voyez, on avait un estradiol à 152, une PG à 0,4 et une LH à 3,18. Vous voyez donc que l'endomètre était au sein, en triple foulée, et que la muqueuse était donc à 5 mm d'épaisseur. Et vous voyez là, sur la partie basse, on avait au départ un follicule d'un côté à 12, c'est ça. On avait un follicule d'un côté droit, on avait un follicule à 12 et un 14 à gauche et un 10. Et donc on s'est dit, on va poursuivre la stimulation, on va la revoir 2 jours plus tard. Et là, vous voyez que le follicule de 14, il est passé à 17, que celui de 12 n'a pas évolué, et que le taux de stradiol, il est concordant avec une réponse monofolliculaire à 291. C'était bien le taux d'inflammation nature, que la muqueuse endométriale était adéquate à 8,4 et qu'elle n'avait pas ovulé. Donc, on s'est dit, on va la déclencher à 23 heures, comme ça, elle fera son pic le lendemain. On avait tous ces critères-là, et donc on l'a déclenché avec le pic de LH à 23 heures, elle a fait son pic par le lendemain, elle a ovulé le surlendemain, et on a introduit donc son soutien de phase lutéale avec de l'utrogestan à 200, et ensuite on est monté à 600, 200 matin, midi et soir, donc pas de grossesse. Donc, on l'a revu pour une deuxième prise en charge. On s'est dit que c'était bien, qu'on n'avait pas de raison de modifier les doses. On l'a donc reprise à 50 unités. On aurait pu se dire qu'on démarrait plus tôt si on avait voulu avoir une réponse bifolliculaire sur le premier monito, mais comme on a beaucoup de variabilité, on avait quand même un follicule qui suivait à 14 et on s'est dit on peut quand même rester comme ça sur ce schéma et avoir une réponse en bifolliculaire. Donc sur le premier monito, là, elle avait un taux d'estradiol à 15, un endomètre à 5,9 petit peu A, un follicule 12 à droite et cette fois-ci 12 à gauche. Donc on s'est dit qu'on a poursuivi et on l'a revu donc à J10. Et à J10, donc, elle avait un taux d'estradiol qui était à 216. Elle avait un 16 à gauche et un 14 à droite. Donc cette fois-ci, on avait bien une réponse en bifolliculaire. On était le jeudi, donc on s'est dit, on va passer le week-end, on va les laisser grossir. Il n'y avait pas de début de pic et on avait quand même bien une muqueuse à 8. Donc on a introduit l'antagoniste, on a laissé passer le week-end, on l'a déclenché à 23h. Elle a donc ovulé, elle fait son pic le lendemain, puis ovulé, et donc on a soutenu et on a obtenu une grossesse monofolliculaire sur ce deuxième cycle de stimulation. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a tellement de choses à dire.